Notre histoire commence en 1910. Par une froide journée de décembre, le sénateur Nelson Aldrich, accompagné de 6 autres personnes, monte dans un wagon de train à New York à destination de l'île Jekyll, au large de la Géorgie. Toutes les précautions ont été prises pour éviter d'être repérés par les journalistes, et pour cause. Parmi les 6 hommes que Nelson Aldrich a rassemblés, figurent des dirigeants de banques, des fonctionnaires et certaines des personnes les plus riches de la planète à l'époque. Pour vous donner une idée de leur fortune, en 1910, ces 6 hommes possédaient un quart de la richesse mondiale. À leur arrivée sur l'île, ils ont tenu une réunion de 9 jours qui portait sur rien de moins que la création de la réserve fédérale américaine. S'ils parviennent à mettre en place un tel projet, cela leur donnera la possibilité de créer de l'argent à partir de rien et de le prêter au gouvernement américain avec des intérêts. Mais à l'époque, les gens savaient ce qu'étaient les banques centrales et n'en voulaient pour rien au monde. Partout où une banque centrale a été mise en place, il y a eu des inégalités de richesse, de grandes fluctuations boursières avec des rallyes haussiers et des crises, et après chaque crise, les personnes au sommet de la société sont mystérieusement devenues plus riches. L'Europe en était un exemple frappant à l'époque. Après tout, c'était sur le vieux continent que tout a commencé quelques siècles auparavant. En 1694, après 50 ans de guerre, l'Angleterre est épuisée et le gouvernement anglais a besoin de prêts pour financer ses actions politiques. Le banquier écossais William Patterson a alors une idée géniale, créer une banque privée qui pourrait émettre de l'argent à partir de rien et le prêter au gouvernement. Oui, c'est vraiment ainsi qu'est née la toute première banque centrale moderne. Pour en revenir aux États-Unis, la réserve fédérale a été conçue à l'origine sous le nom de projet de loi Aldrich, mais lorsqu'elle a été présentée au Congrès, les membres ont reconnu le nom du sénateur Aldrich et ont senti le piège. Les banquiers avaient besoin d'une meilleure couverture. Ils ont donc décidé d'envoyer 2 amis millionnaires pour porter le projet de loi et l'ont rebaptisé The Federal Reserve Act, afin de ne pas éveiller les soupçons. Dans les journaux de l'époque, d'autres banquiers criaient et protestaient contre le nouveau projet de loi pour la réserve fédérale. Le citoyen moyen lisait les articles de protestation des banquiers en pensant que si les banquiers le détestaient, alors le projet de loi devait être bon et finissait ainsi par soutenir un cheval de Troie. La loi a été adoptée le 23 décembre 1913, alors que la plupart des membres du Congrès étaient en vacances, et c'est ainsi qu'un petit groupe d'individus a réussi à obtenir le monopole total sur la création de dollars. De nos jours, les banques centrales sont plus influentes que les lois, les gouvernements et les politiciens, mais étrangement, elles ne sont pas au centre des préoccupations du grand public. Le modèle de banque centrale de la Banque d'Angleterre et des États-Unis est désormais appliqué dans tous les pays et a même consolidé son pouvoir dans certaines parties de l'Europe grâce à la Banque centrale européenne. Les seuls endroits au monde sans banque centrale sont la Corée du Nord, l'Iran et Cuba. En 2000, cette liste comprenait aussi curieusement l'Afghanistan, l'Irak et la Libye. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain sert de monnaie de réserve pour le reste du monde. Cela signifie que toutes les banques centrales détiennent des dollars et que toutes les autres devises sont soutenues par la monnaie américaine. Tous les pays sont ainsi directement impactés par la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Lorsque le système monétaire de l'après-guerre, appelé système de Bretton Woods, a été créé, tous les dollars américains étaient garantis par l'or et échangeables contre celui-ci. Mais en 1971, en raison des flux de capitaux internationaux vers l'or et du financement de la guerre du Vietnam, le président Nixon a retiré le dollar américain de l'étalon or. Ainsi, le dollar n'est désormais soutenu par rien. Alors réfléchissons. Si le dollar n'est soutenu par rien et que les réserves mondiales sont soutenues par le dollar, cela signifie-t-il que toutes les monnaies ne sont plus soutenues par rien d'autre que la confiance envers le gouvernement américain? Eh bien, c'est exact. L'une des conséquences du fait que la monnaie n'est adossée à rien est que chaque fois que la réserve fédérale crée de la monnaie, elle réduit la masse monétaire de tous les autres pays, car leurs réserves sont adossées au dollar américain. Ainsi, les réserves de tous les pays du monde perdent de la valeur chaque fois que des dollars sont créés. Aux États-Unis et dans la plupart des pays du monde, lorsque le gouvernement a besoin d'argent, il en demande au trésor public. Le trésor reçoit alors une obligation du gouvernement et la donne à la réserve fédérale par l'intermédiaire des banques. La réserve fédérale émet donc un chèque qu'elle remet aux banques et c'est dans cet échange que l'argent pour payer les factures du gouvernement est créé. Mais alors, où la Fed trouve-t-elle l'argent pour faire ce chèque? Eh bien, nulle part. Elle l'invente. Elle fait un chèque et crée de l'argent à partir d'un compte vide. Un chèque en bois en somme. Et c'est exactement la même chose avec les banques commerciales. Chaque fois que vous contractez un prêt pour acheter une maison, une voiture ou une télévision, les banques n'utilisent pas l'argent déposé par d'autres personnes pour vous le donner. Elles créent de l'argent. À notre époque, cela revient à inscrire des chiffres dans un ordinateur. 97% de la monnaie mondiale est créée numériquement de cette manière. Les 3% de la masse monétaire mondiale restant étant constituée de pièces et de billets. Le problème est que lorsque vous faites des prêts, vous créez plus de monnaie et le reste de la monnaie en circulation perd de sa valeur. C'est ce qu'on appelle l'inflation, une sorte de taxe qu'on paye tous à cause de l'impression monétaire. Mais en réalité, les banques ne créent pas vraiment de l'argent à partir de rien, elles le créent à partir de la dette. Lorsque vous contractez un prêt, celui-ci est enregistré comme un actif de la banque tandis que vos dépôts constituent un passif. Dans ce système, la dette est en fait de l'argent. En gros, au lieu de l'or, c'est la dette qui est maintenant au centre du système monétaire. C'est pourquoi on appelle le système dans lequel nous sommes l'économie de la dette, parce qu'il existe que la dette augmente toujours et que les gouvernements comme les individus doivent s'endetter davantage pour qu'il y ait plus d'argent dans l'économie.